Avant que ce secteur ne soit saturé de folie, Warp, Chi, capitules face à vos hésitations, inscrivez votre marque dans le flux de données et déclenchez les protocoles de surenchère que la galaxie suffoque sous notre déferlement. Dans les ténèbres impitoyables du lointain futur, même la perfection a un prix brutal. Jadis, il existait une légion de guerriers surhumains, si fiers, si purs dans leur design, qu'ils étaient les seuls à porter le nom de l'empereur sur leur armure. Ils étaient ses fils élus, les enfants de l'empereur, des exemples éclatants de tout ce que l'impérium prétendait représenter. Nobles, intrépides, entièrement dévoués, ils incarnaient l'idéal du Space Marine. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? En réalité, beaucoup de choses. Voici l'histoire des soi-disant guerriers parfaits de Slaanesh, un récit de splendeur, d'obsession, de trahison et d'une plongée cauchemardesque dans un excès débridé. Des sommets de l'honneur aux abysses de la dépravation, nous allons découvrir qui furent les Emperor's Children, comment ils s'élevèrent et comment ils devinrent les champions corrompus du chaos que nous connaissons aujourd'hui. Une épopée édifiante, écrite sous le feu des bolteurs et les cris des damnés. Préparez-vous à l'ascension et à la chute des Emperor's Children. Notre voyage commence comme tant d'autres, sur le thème de la terreur sacrée, à une époque de conquête et d'espoir, où les guerriers de la 3e Légion se dressaient, fiers et intègres. Et il se termine bien. Il se termine dans un lieu bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Laissez votre âme s'envoler et ouvrez votre esprit. La saga de Fulgrim et de ses Emperor's Children est sur le point de se dévoiler. Fondation et histoire des débuts. Les origines de la Légion des Emperor's Children remontent au crépuscule de l'ancienne terreur, durant les derniers jours des guerres d'unification. Initialement connue sous le nom de 3e Légion, elle fut formée à partir du patrimoine génétique de l'un des 20 primarques. En ces temps brutaux, l'empereur conquit les états technobarbares de la Terre et forgea les premières légions de Space Marine. Pour la 3e Légion, les recrues étaient choisis parmi la jeunesse, la plus brillante de Terra. Nombre d'entre elles provenaient en effet de la noblesse vaincue d'Europa, des maisons aristocratiques ayant plié le genou devant l'empereur, offrir leurs enfants les plus doués et les plus brillants en signe de dévotion. On raconte que la maison loi de Komog livra même tous ses fils aux forges génétiques de l'empereur après sa capitulation. Ainsi, dès le départ, les recrues de la 3e Légion étaient d'une lignée prestigieuse. Elles étaient élevées pour être des modèles d'honneur, de discipline et d'excellence militaire, afin d'expier les fautes de leurs ancêtres. Avant même que leur primarque ne soit découvert, les enfants de l'empereur faisaient preuve d'un perfectionnisme certain. Ils s'entraînaient avec une rigueur extrême et fait inhabituel, travaillaient en étroite collaboration avec l'armée protomérienne lors des campagnes, tandis que certaines légions méprisaient le commandement de simples soldats humains. La 3e Légion l'accueillait avec enthousiasme. Ils étaient réputés pour leur leadership exemplaire au combat et pour leur engagement aux côtés de l'armée impériale, coordonnant leur stratégie plutôt que de rejeter les troupes alliées. Cela leur valut une réputation de nobles modèles et de diplomates efficaces. Ils se comportaient avec une distinction et une civilisation rare en ces temps barbares. La 3e Légion adopta même un code couleur prestigieux, le pourpre royal et l'or éclatant, et servit à plusieurs reprises de garde d'honneur ou d'émissaire de l'empereur. Pourtant, malgré toutes leurs promesses, la tragédie frappa la 3e Légion dès ses débuts. Un complot d'insurgés sur Luna, les cultes dits Sélonites, parvint à saboter les semences génétiques de la Légion, semant la terreur.
Cette contagion fut connue sous le nom de fléau. Les organes vitaux et les implants des nouvelles recrues commencèrent à défaillir et la croissance de la Légion fut brutalement stoppée. De précieuses semences génétiques qui auraient dû donner naissance à de nouveaux frères d'armes furent perdues. Les généticiens et apothicaires de l'empereur s'empressèrent de contenir le désastre. Les implants infectés furent isolés et détruits. Les glandes progénoïdes des Space Marines tombées au combat furent récupérées dans l'espoir de préserver un patrimoine génétique exploitable. Grâce à ces mesures désespérées, le fléau fut finalement éradiqué, mais le mal était fait. La 3e Légion, jadis si prometteuse, était dévastée, réduite à quelques centaines d'armes seulement, tandis que d'autres légions de Space Marine atteignaient des dizaines de milliers d'hommes. Les enfants de l'empereur ne comptaient plus que quelques compagnies. Au plus fort de la Grande Croisade, la fière 3e Légion était l'une des forces les plus modestes de l'arsenal impérial. Certains, au sein de l'Imperium, murmuraient que le nom de la Légion, encore officiellement appelée 3e Légion à ce moment-là, pourrait bientôt disparaître des registres si elle ne pouvait être reconstituée. Mais l'empereur n'était pas prêt à abandonner ses fils chéris. Il ordonna aux enfants de l'empereur survivants de poursuivre le combat, souvent rattachés à des légions plus importantes en tant qu'avant-garde d'élite. La 3e Légion, en particulier, combattit aux côtés des Luna Wolves et de la 16e Légion, menée par le célèbre Horus. Ce fut une mission providentielle. Sous le mentorat du maître chaleureux Horus, la 3e Légion, réduite à un petit nombre de soldats, acquit une expérience de combat inestimable et forgea des liens fraternels avec la légion la plus victorieuse de la croisade. Horus prit sous son aile la noble mais affaiblie 3e Légion, et ses guerriers apprirent beaucoup en servant aux côtés des loups lunaires. Horus lui-même s'attacha à eux, et leur primarque, une fois retrouvé, devint l'un de ses plus proches amis. L'ascension du Phénicien. Chaque légion de Space Marine fut créée avec un primarque, un père génétique, en tête. Le protecteur de la 3e Légion était l'un des 20 primarques juvéniles qui avaient été abandonnés aux étoiles par la trahison du chaos obscur jadis. Tandis que les armées de l'empereur poursuivaient leur croisade, elles récupérèrent peu à peu ces généraux demi-dieux perdus. Pour la 3e Légion, le salut arriva sur un monde lointain nommé Kimos. C'est sur Kimos que l'empereur retrouva enfin le primarque Fulgrim, qui prendrait le nom de Phénicien. L'enfance de Fulgrim sur Kimos fut une histoire de triomphe face à l'adversité. Kimos était une planète minière désolée et mourante, privée de ressources et d'espoir. Ses habitants survivaient dans des usines fortifiées, gagnant péniblement leur vie en recyclant les déchets et les rejets chimiques. C'est dans ce désert industriel grisâtre que le bébé Fulgrim tomba du ciel. Selon la légende, les ouvriers venus inspecter un impact de météorite ne trouvèrent pas un morceau de roche au cœur du cratère, mais un nourrisson parfait, gisant au milieu de la fumée et des débris. C'était la naissance du primarque, et avec elle, toujours selon les récits, une source jaillit de la terre aride, l'eau jaillissant là où il n'y avait que de la poussière. Les ouvriers recueillirent l'enfant et le nommèrent Fulgrim, en hommage à un personnage de leurs anciens contes qui avait jadis apporté l'eau et la vie à une terre mourante. Dès sa naissance, Fulgrim fut décrit comme d'une beauté irréelle, rayonnant de beauté et doté de dons extraordinaires. Bien qu'il fût bien plus qu'un simple humain vivant parmi des hommes ordinaires, il grandit humblement, travaillant aux côtés des habitants de Kimos dans leurs usines. Cela ne dura pas. Par son intelligence et ses compétences, il surpasse rapidement tous les adultes qui l'entouraient. À 15 ans, il était passé de simple ouvrier à l'une des figures les plus importantes de sa cité. Fulgrim comprit vite que Kimos était au bord de l'extinction. Ses ressources étaient presque épuisées. Le monde s'enfonçait lentement dans le déclin,
il refuse d'accepter ce destin. Doté d'un charisme ardent et d'une volonté de faire, il réorganise les cités-usines, augmenta leur efficacité et mena des expéditions dans des mines abandonnées depuis longtemps pour récupérer d'anciennes machines. Sous sa direction, Hemos commença à produire un surplus pour la première fois de mémoire d'homme. Il ne se contente pas de la simple survie. Avec le retour de la sécurité matérielle, Fulgrim insuffla la renaissance de l'art, de la culture et de la beauté à Kimos. L'existence austère et purement utilitaire du passé laissa peu à peu place à l'espoir, aux couleurs et à la créativité. Lorsque l'empereur arriva sur Kimos, une cinquantaine d'années après la descente de Fulgrim, la planète jadis mourante avait été entièrement reconstruite. Fulgrim régnait désormais seul, sauveur de Kimos, ayant arraché son monde à la ruine pour l'entraîner dans un nouvel âge d'or. On imagine aisément l'instant où l'empereur de l'humanité descendit du néant pour rencontrer son fils prodigieux. Lorsque la silhouette haute et cuirassée du maître de l'humanité fit son entrée à la cour de Fulgrim à Kallax, flanqué de guerriers dorés, Fulgrim reconnut immédiatement celui qui se tenait devant lui. Le primarque s'agenouilla aussitôt et s'offrit sans hésiter à la grande croisade. En cet instant, père et fils furent réunis. L'empereur parla à Fulgrim de Terra, du destin immense de l'humanité parmi les étoiles et de la légion de guerriers surhumains qui attendaient les ordres de leur géniteur. Fulgrim se rendit sur Terra pour rencontrer sa nouvelle, cette famille et guerrier de la 3e Légion, façonné à partir de son propre patrimoine génétique. Ce qu'il découvrit aurait pu anéantir n'importe qui. Il ne restait que 200 Astartes, un fragment misérable d'une légion qui aurait dû compter des milliers d'hommes. Fulgrim, pourtant, ne se laissa pas abattre. Dans un moment célèbre, souvent relaté dans les chroniques impériales, il s'adressa à ses 200 Space Marines et prononça un discours si passionné et sincère qu'il toucha jusqu'à l'empereur. Fulgrim proclama que, malgré leur petit nombre, ils porteraient la lumière de l'empereur à travers les étoiles. « Nous sommes ses enfants, leur dit-il, et par nos actes, la galaxie connaîtra sa sagesse et sa gloire. » Dans les yeux de Fulgrim brillait une dévotion absolue à l'empereur et une fierté inébranlable pour ce que sa légion représentait. L'empereur fut profondément impressionné. Touché par les paroles de Fulgrim et l'esprit indomptable de la 3e Légion, il leur accorda un honneur unique, le droit de porter l'Aquila palatine, l'aigle bicéphale de l'Imperium et emblème personnel de l'empereur, sur leur cuirasse. Aucune autre légion à cette époque ne bénéficiait de cette distinction. Pour sceller la promesse de Fulgrim, l'empereur conféra officiellement à la 3e Légion un nouveau titre, les enfants de l'empereur. Eux seuls porteraient le nom de l'empereur, un rappel constant de la perfection à laquelle ils aspiraient. Pour une légion qui avait frôlé l'anéantissement, ce fut un moment d'immense fierté et de consécration. Les enfants de l'empereur reprirent la conquête des étoiles avec une ferveur renouvelée, déterminés à se montrer dignes de la confiance que le maître de l'humanité avait placée en eux, la perfection en tout. Sous le commandement de Fulgrim, la légion des enfants de l'empereur connut une expansion rapide en puissance, en gloire et en réputation. Fulgrim ne perdit pas de temps pour reconstruire sa légion. Avec seulement 200 guerriers, Kimos devint un monde de recrutement. Sa population robuste et disciplinée fournissait d'excellents initiés, et de nouveaux gènes provenant des archives de l'empereur furent utilisés pour reconstituer les effectifs perdus. Bien que les enfants de l'empereur aient toujours figuré parmi les plus petites légions,
même à leur apogée, ils étaient bien moins nombreux que des légions comme les ultramarines ou les imperial fists. Leur qualité exceptionnelle compensait largement ce manque. Fulgrim entraînait ses marines sans relâche. Ils devaient être les meilleurs, les combattants les plus habiles, les penseurs les plus cultivés, des modèles en tout point. Seule la perfection pouvait satisfaire le Phénicien. Durant la Grande Croisade, cette campagne épique visant à réunir les colonies perdues de l'humanité, les enfants de l'empereur acquirent une grande renommée pour leur discipline, leur habileté et leur quête d'excellence. Ils combattaient avec une précision et un art qui impressionnaient leurs légions sœurs. Chaque bataille était, en un sens, une performance à perfectionner. Lorsque les fils de l'empereur libéraient un monde, ils allaient souvent bien au-delà de la simple victoire militaire. Ils cherchaient à le civiliser et à l'améliorer. Ils édifiaient de grands monuments et des infrastructures grandioses, laissant les planètes dans un meilleur état qu'ils ne les avaient trouvées. Un exemple remarquable, c'est les guerriers de Fulgrim construisirent sur le mont de Nars la forteresse dite parfaite. Plus qu'une forteresse, c'était une cité magnifiquement conçue, ornée de colonnades de marbre, de jardins et d'arches élancées, et pourtant ingénieusement fortifiée. Chaque balustrade décorative servait également de position de tir astucieuse, et chaque boulevard pouvait devenir une zone de combat. On disait que rien n'y était déplacé. Beauté et fonctionnalité s'y mariaient à la perfection. Les fils de l'empereur tiraient une immense fierté de tels accomplissements. Ils se considéraient non seulement comme des conquérants, mais aussi comme des modèles de civilisation impériale, apportant gloire et raffinement au nouvel empire de l'humanité. La quête personnelle de perfection de Fulgrim déteignit sur tous ses fils. Ils devinrent des connaisseurs des belles choses. Pendant leur campagne, ils rassemblèrent artisans et mémorialistes, historiens impériaux et artistes, pour relater et orner leurs victoires. Peinture, sculpture, poésie, musique, toutes ces activités étaient encouragées au sein de la Légion. Nombre d'empereurs enfants guerriers devinrent des hommes cultivés, étudiant la philosophie et les arts loin des champs de bataille. Il ne s'agissait pas de simple vanité. Ils croyaient que pour servir l'empereur au mieux, il fallait aspirer à l'excellence dans tous les domaines, tant militaires qu'intellectuels. D'autres légions les rayaient parfois pour leur méticulosité ou leur goût du luxe, mais nul ne pouvait nier les résultats. La 3e Légion remporta laurier sur laurier durant les premières décennies des croisades. Elle combattit avec distinction aux côtés des loups lunaires et d'autres légions, et à mesure que ses effectifs augmentaient, elle entreprit des campagnes indépendantes qui devinrent des exemples de docilité rapide et décisive. Malgré tout cela, Fulgrim demeurait immensément fier de sa légion, peut-être trop fier. Son amitié profonde avec Féris Manis des Aeronons, la Gorgone, était légendaire. Les deux primarques se lièrent d'amitié grâce à leur passion commune pour l'artisanat. Fulgrim et Féris forgèrent même de magnifiques armes l'un pour l'autre en signe de respect. Fulgrim façonna un marteau de tonnerre pour Féris Manis, et Féris forgea une épée étincelante pour Fulgrim. Leur fraternité était forte, mais elle renforçait aussi l'image que Fulgrim avait de lui-même, celle d'un artisan et d'un guerrier sans égal. À ses yeux, les enfants de l'empereur étaient véritablement l'exemple parfait pour toutes les légions, à travers les âges. Cette confiance absolue en sa voix, cette fierté, ne cessèrent de croître. Fulgrim poussait ses guerriers toujours plus loin pour éliminer le moindre défaut, la moindre faiblesse. L'imperfection était le seul véritable péché aux yeux du Phénicien. C'est là que l'on pouvait entrevoir les premiers signes de ce qui allait suivre. Les enfants de l'empereur recherchaient la perfection en toutes choses, mais la perfection en toutes choses, mais la perfection en toutes choses. Plus ils accomplissaient des choses, plus la perfection était fort pour maintenir ses sommets et les dépasser. Un idéal impossible commença à peser sur Fulgrim et sa légion.
Ils deviennent farouchement compétitifs, animés par le désir de surpasser tous les autres, voire eux-mêmes. Si, en apparence, tout semblait parfait, victoires éclatantes, obéissance à répétition, honneurs impériaux, une corruption insidieuse s'installait en eux, la corruption de l'orgueil. Fulgrim n'admettrait jamais l'échec, pas plus que ses fils. Le moindre défaut était dissimulé ou corrigé avec obsession. Les erreurs devenaient inacceptables, les faiblesses intolérables. Les enfants de l'empereur se sentaient obligés de faire leurs preuves constamment, du fait de leur petite taille et du fait qu'ils étaient les seuls à porter le nom impérial. À la moitié de la grande croisade, les enfants de l'empereur étaient admirés de tous, même si certains murmuraient que leur quête de perfection était excessive. Fulgrim en particulier avait un don pour le théâtre et une fierté frôlant l'arrogance. Pourtant, nul n'aurait pu prévoir le désastre à venir. La Légion, qui semblait avoir tout, honneur, gloire, faveur, allait voir ses fondements s'effondrer de la manière la plus horrible qui soit, la corruption invisible. La chute des enfants de l'empereur ne s'est pas faite du jour au lendemain. Les germes de la corruption furent semés subtilement, et au début, personne ne réalisa ce qui se tramait. Le tournant décisif survint lors d'une campagne contre une espèce xénose appelée la Couche. La Couche peuplait un monde océanique tropical, et ses membres étaient une espèce décadente, aux couleurs chatoyantes, d'extraterrestres serpentins. Zénos, se reconnaissant dans la Couche, avait érigé des temples et des œuvres d'art en l'honneur de sombre dieu du plaisir. Bien que les impériaux n'aient pas encore perçu les signes, Fulgrim mena la 28e flotte expéditionnaire, composée notamment des enfants de l'empereur, afin d'exterminer la Couche dans le cadre de la croisade. Au cours des féroces batailles qui firent rage autour des temples coralliens de la Couche, Fulgrim accomplit un exploit qui allait marquer son destin. Dans les profondeurs d'un grand temple, au milieu de champions de la Couche rampant et dansant hallucinogènes, Fulgrim terrassa personnellement un puissant champion de la Couche et s'empara d'une épée merveilleuse en guise de trophée. Cette épée était forgée avec une finesse exquise, d'une beauté étrange et pourtant fascinante, ornée d'un motif de serpent singulier. Fulgrim ignorait que cette arme était bien plus qu'une simple lame. C'était un artefact corrompu par le chaos, un réceptacle d'une force véritablement sinistre. Dès l'instant où Fulgrim s'empara de l'épée de la reine, le destin prit une tournure funeste. La lame était imprégnée de l'essence d'un démon de Slanichis, l'un des dieux du chaos, incarnation de l'excès et du plaisir, invisible et insidieux. Cette présence démoniaque commença à murmurer à l'esprit de Fulgrim, d'abord de manière subtile. Aucun changement brutal ne survint. Fulgrim revint victorieux de l'an, auréolé de laurier, l'étrange épée à la main, et aucun de ses frères ni de ses fils ne remarqua quoi que ce soit d'anormal. Mais peu à peu ce murmure s'enracina. Il amplifia l'orgueil de Fulgrim, attisant ses désirs. « Tu es grand », murmura-t-il. « Tu pourrais être encore plus grand. Pourquoi te laisser enfermer par les limites de l'impérium? Que te cache l'empereur? Un poison subtil, goutte à goutte, s'insinua dans l'âme du primarque. À cette époque, la galaxie elle-même devenait un lieu plus périlleux. La chute grondait parmi les primarques. Le maître Horus, jadis le fils le plus fidèle de l'empereur, avait été blessé sur la lune de Davani et était tombé sous l'influence du chaos. Horus commença secrètement à semer les graines de la rébellion contre l'empereur. Lorsque Fulgrim eut vent d'événements étranges concernant Horus, il s'inquiéta. En fait, Fulgrim était si loyal qu'il se précipita à la rencontre d'Horus, espérant raisonner avec son vieil ami. Mais Horus, désormais séduit par le chaos, avait d'autres projets. Lors de cette rencontre fatidique, Horus parvint à rallier Fulgrim à sa cause. Il flatta l'ego et les frustrations de Fulgrim. Le maître de guerre flatta le Phénicien,
lui disant que l'empereur n'appréciait plus leur perfection, que l'impérium, le pouvoir stagnait, et ils pensaient pouvoir le réformer ensemble. En temps normal, Fulgrim aurait sans doute rejeté de tels propos séditieux, mais les murmures incessants de la lame démoniaque de l'un avaient ébranlé ses certitudes. Fulgrim écouta Horus, rongé par le doute et l'ambition. À un moment donné, la balance pencha. Fulgrim décida que la vision d'Horus, ou peut-être simplement son amitié, importait plus qu'une loyauté aveugle envers un empereur lointain qui, à ses yeux, ne semblait pas accorder autant d'importance à la perfection qu'il le prétendait. Ainsi, Fulgrim et les enfants de l'empereur se détournèrent de la lumière impériale. L'opération se déroula d'abord en secret. Seuls les plus hauts officiers savaient qu'ils se rangeaient du côté d'Horus, mais la corruption se propagea rapidement. Les plus proches commandants de Fulgrim, des hommes comme Eidolon, Julius Caessoron, Lucius et d'autres, s'empressèrent d'embrasser la décision de leur primarque, certains par loyauté, d'autres par leur propre soif grandissante de pouvoir et de privilèges. Des plans furent élaborés pour éliminer quiconque refuserait la trahison imminente. En vérité, très peu d'enfants de l'empereur restèrent fidèles à l'empereur une fois que Fulgrim les eut convaincus de rejoindre Horus. La fierté de la Légion envers son primarque et leur image d'élus les rendait particulièrement vulnérables à l'idée qu'ils savaient mieux que l'empereur, pourtant lointain, quelle voie suivre. Seule une poignée de dissidents subsistait, leur loyauté envers l'empereur inébranlable, et ils furent contraints de se cacher parmi leurs frères, méfiants et désorientés par les étranges nouvelles attitudes qui s'installaient. Au début de la grande hérésie d'Horus, les enfants de l'empereur figuraient parmi les premiers traîtres. Le premier acte de l'hérésie d'Horus fut un événement appelé l'atrocité d'Isvontre, dans lequel les enfants de l'empereur jouèrent un rôle clé. Horus, devant se débarrasser de tout loyaliste au sein de ses légions traîtresses, conçut une purge cruelle. Des éléments de plusieurs légions, celles que l'on croyait encore fidèles, furent déployés à la surface du monde Rushisvon, 3 d'entre elles sous prétexte de réprimer une rébellion. Parmi les forces envoyées sur Terre se trouvaient des compagnies des empereurs Children, ignorant tout de la trahison d'Horus. Des officiers loyaux comme le capitaine Saul Tarvitz et le capitaine Solomon Demeter se retrouvèrent à la tête de troupes sur Isvontre, sans se douter que leurs camarades les considéraient désormais comme de la chair à canon. Lorsque le plan du traître fut mis à exécution, l'horreur fut au rendez-vous. Le virus Horus bombarda la planète entière, Isvontre, depuis l'orbite, avec l'intention d'anéantir tous les Space Marines loyaux à sa surface en un seul coup. Un agent biologique mortel se propagea à travers le monde, décimant les populations humaines en quelques minutes et transformant les villes en cimetières toxiques. Seuls quelques réflexes et quelques avertissements permirent à certains Space Marines de survivre au bombardement initial. Le capitaine Saul Tarvitz était l'un de ces héros. Il avait rassemblé des indices suspects et volé un vaisseau de combat Thunderhawk pour alerter un maximum de personnes au sol juste avant l'explosion. Grâce à l'avertissement de Tarvitz, des groupes de loyalistes des empereurs Children, ainsi que les fils d'Horus, les loups lunaires, les dévoreurs de monde et le dieu de la mort parvinrent à trouver refuge et à survivre à la bombe virale. Mais leur situation était désespérée. Anciens frères en orbite s'apprêtent désormais à échever leur œuvre par le feu. Horus ordonna à la flotte de lancer un intense bombardement orbital, le tristement célèbre Firestorm, pour anéantir Istvon. 3 des rares survivants furent rasés, et villes entières étant reconstruites. Par pure ténacité, et grâce à la chance, quelques artistes loyalistes survécurent à cet enfer, se réfugiant dans des abris souterrains et des chambres scellées. Refusant de mourir en silence, ces loyalistes émergèrent dans les ruines fumantes et se préparèrent à vendre leur vie au prix fort. Sur Istvon III, les Emperor's Children,
loyalistes affrontèrent leurs frères traîtres dans un combat fratricide brutal. Le capitaine Saul Tarwitz rassembla les survivants au milieu des vestiges de la capitale planétaire, la cité corale. Parmi ceux qui se tenaient initialement à ses côtés se trouvait son ami, le célèbre épéiste Lucius. Lucius était un officier talentueux des Emperor's Children, réputé pour sa maîtrise de l'épée et tristement célèbre pour sa vanité. Lucius bénéficiait de la confiance de Tarwitz. Ensemble, avec des guerriers de plusieurs légions, ils repoussèrent vague après vague d'assauts des forces traîtresses lancées à leur poursuite. Mais à mesure que les combats s'éternisaient, la jalousie et la rancune s'enracinèrent dans le cœur de Lucius. Il s'irritait de voir Tarwitz recevoir des éloges et une reconnaissance pour avoir mené la défense. Lucius estimait que c'était lui qui méritait d'être acclamé comme un héros. Rongé par l'envie, il choisit la trahison. En secret, Lucius contacta le seigneur commandant Eidolon, lui offrant son allégeance renouvelée à Fulgrim et Horus en échange de son pardon. Puis, dans le chaos d'une escarmouche, Lucius retourna son épée non pas contre l'ennemi, mais contre ses propres compagnons d'armes. On raconte qu'il massacra personnellement de nombreux frères qui avaient autrefois combattu à ses côtés, afin de prouver son dévouement à la cause du maître de guerre. Cette atrocité lui valut d'être réintégré au sein des Emperor's Children, un retournement de situation obscène, étant donné que la loyauté et la fraternité avaient jadis défini les valeurs de l'organisation. Légion. Malgré cette trahison déchirante et ses chances infimes de succès, Tarwitz et les derniers loyalistes continuèrent le combat avec un courage inébranlable. Les batailles firent rage pendant des jours dans les rues d'Istvon III, étouffées par les cendres et jonchées de cadavres. Mais l'issue était fatale dès le départ. Finalement, les commandants traîtres, las de traquer les derniers défenseurs, se retirèrent en orbite et déchaînèrent un bombardement encore plus sauvage. La cité corale et ses environs furent réduits à un champ de ruines criblé de cratères. Tarwitz et ses derniers guerriers périrent dans ces ultimes bombardements apocalyptiques, martyrs d'une loyauté dont l'empereur lui-même ne prendrait l'existence que bien plus tard. La trahison d'Istvon III avait atteint son but funeste. Les Emperor's Children, ainsi que les 3 autres légions impliquées, avaient purgé leurs derniers éléments loyaux. Les quelques Emperor's Children, restés fidèles à l'empereur, périrent avec Tarwitz, à l'exception peut-être d'une poignée d'individus épars qui auraient été capturés ou se seraient cachés. À présent, Fulgrim, la Légion resta unie dans la trahison, et sa descente dans le chaos ne fit que s'accélérer. S'il y eut un point de non-retour dans la chute des Emperor's Children, ce fut probablement après Istvon III. Libérée de toute conscience et de toute contrainte, la Légion se jeta dans la dépravation. Fulgrim, toujours perfectionniste, recherchait désormais des sensations et des expériences toujours plus extrêmes, affranchis des lois et de la décence impériale. Les murmures de l'entité démoniaque emprisonnée dans sa lame se firent plus forts, et Fulgrim les écouta. La culture de la Légion se pervertit en une chose monstrueuse. Là où jadis les Emperor's Children chérissaient l'art et la musique, ceux-ci devinrent des instruments de débauche et d'excès sadique. Là où ils s'étaient jadis enorgueillis de repousser leurs limites, ils sombraient désormais dans la folie. Dans les mois qui suivirent les premiers actes de l'hérésie, la 28e flotte expéditionnaire des Emperor's Children organisa un événement qui allait entrer dans l'histoire comme un symbole de corruption. La grande symphonie de la douleur à bord du vaisseau amiral de Fulgrim, une atrocité que l'on murmura plus tard sous le nom de Maraviglia, la musique des damnés. Sur le puissant cuirassé fierté de l'empereur, le vaisseau personnel de Fulgrim, un spectacle de décadence sans pareil se déploya. Vous souvenez-vous des mémorialistes, les artistes, les poètes et les interprètes qui voyageaient avec les flottes de la Grande Croisade? Fulgrim avait rassemblé nombre de ces âmes dans son orbite. L'une d'elles était une compositrice de terrain, nommée Bikwa Kinska. Musicienne brillante mais désabusée,
Elle était toujours en quête de nouveaux sons et d'expériences pour inspirer son art. Sur le monde de l'Aering, Kinska avait accompagné la Légion dans l'un de ses temples Slensi et avait été subtilement corrompue par ce qu'elle avait vu. Les images et les sons étrangers de l'excès l'avaient empli d'une inspiration fiévreuse. Kinska avait composé une nouvelle œuvre musicale ambitieuse destinée à capturer la vérité qu'elle avait ressentie dans ce temple. Elle nomma cette composition la Maraviglia, qui signifie la merveille ou l'émerveillement. Ce devait être une œuvre extravagante, une performance opératique impliquant des instruments inhabituels, des harmonies dissonantes et un chœur complet. Fulgrim, de plus en plus enclin aux excès, approuva un spectacle pour tout le navire. La scène était prête au théâtre La Féniche, à bord du Pride of the Emperor. Des centaines de légionnaires et de membres d'équipage remplissaient la salle, curieux et excités par ce concert unique. Imaginez la scène. De grands noms de la musique accordant d'étranges instruments fabriqués sur mesure, l'air saturé d'encens narcotique. Des guerriers artistes dans leurs armures ornées de pourpre et d'or assis aux côtés de soldats et d'officiers du navire élégamment vêtus. Ce ne devait pas être un récital ordinaire. On avait promis une agression sensorielle sans précédent. Et ce fut le cas, de la manière la plus horrible et imaginable. Lorsque la Maraviglia commença, ses notes étaient imprégnées de sorcellerie. Kinska, consciemment ou non, avait conçu certains instruments pour produire des fréquences qui résonnaient avec l'énergie du warp, une connaissance qu'elle avait glanée au temple des couches. Tandis que l'orchestre et le chœur jouaient, la cacophonie s'intensifiait, se transformant en un mur de son assaut. La musique assaillait les auditeurs de vagues d'émotions et de sensations dépassant l'entendement humain. Des harmonies d'un autre monde résonnaient dans les couloirs. Nombreux furent ceux, dans le public, désorientés puis envoûtés. Le son agissait comme une invocation, un appel rituel à la réalité déformée elle-même, qui commença à faiblir sous le déferlement sonore. Certains auditeurs ressentirent une extase euphorique, d'autres une douleur lancinante. Beaucoup ressentirent les deux mêlés dans un flot indistinct. Puis, soudain, ce fut le chaos. Littéralement, la Maraviglia atteignit son apogée et ouvrit une faille psychique. Du monde des immatériels, des démons de Slaanesh se glissèrent et bondirent dans la réalité, attirés par les énergies aurastiques qui pulsaient dans le public. Ces créatures griffues s'abattirent sur la foule stupéfaite. Au milieu de la musique assourdissante, le théâtre sombrait dans la violence et la débauche. Légionnaires et humains, tous, l'esprit bouleversé par le contact de Slaanesh, se livrèrent à une frénésie de luxure et de soif de sang. Certains spectateurs s'arrachèrent la chair ou celle de leurs voisins, riant, délirant. D'autres se livrèrent à des actes de passion violente. La distinction entre plaisir et douleur s'estompa chez les enfants de l'empereur, si habitués à une discipline parfaite, désormais perdus dans un kaléidoscope de sensations, tandis que des musiciens mouraient sur leurs instruments, déchiquetés par des démons ou des spectateurs enragés. Des artistes se précipitèrent sur scène pour poursuivre la musique. Dans leur ferveur impie, ces marines s'emparèrent des étranges instruments et jouèrent sans aucune formation. Ce faisant, ils découvrirent que ces dispositifs pouvaient projeter des ondes de force sonique destructrices alimentées par le warp lui-même. Ainsi, au cœur de ce concert cauchemardesque, naquirent les premiers marines du bruit. Ivres de sensations, ces marines utilisaient des armes soniques, ces instruments détournés de leur usage premier, pour anéantir ceux qui les entouraient, tout en alimentant l'énergie infernale du rituel. Finalement, le son atteignit un tel paroxysme que la réalité elle-même ne put le supporter. 6 démons émergèrent et possédèrent les membres du cœur, leurs voix stridentes devenant littéralement démoniaques. Cette cacophonie horrible ne prit fin que lorsque le théâtre tout entier fut presque entièrement détruit par le tumulte, et que de nombreux participants gisaient morts ou métamorphosés au point d'être méconnaissables. Boakinska elle-même fut tuée par une démone. Son âme aurait été dévorée avec un sourire aux lèvres. Une fois le carnage terminé, les enfants de l'empereur qui survécurent se trouvèrent transformés. Ils avaient goûté à l'excès ultime, étaient poussés au-delà des limites de la raison. Et pour beaucoup,
Ce fut l'expérience la plus exaltante qu'ils aient jamais vécue. Ils en voulaient plus. Fulgrim et sa légion s'étaient volontairement abandonnés. Coriam au prince du plaisir Slaanesh. La Maraviglia fut le point de non-retour des enfants de l'empereur, où leur quête de perfection se mua en une quête funeste de sensations toujours plus intenses. La légion qui émergeait de la Phénicie était. Ils n'étaient plus des nobles guerriers, ni des conquérants raffinés. Ils étaient devenus les seigneurs du plaisir, les serviteurs de Slaanesh dans toute sa gloire décadente. De nouvelles unités, les cacophonies furent formées. Des Space Marines équipés d'armes soniques pour apporter le don d'une musique insoutenable sur le champ de bataille. Pour tout observateur sensé, les enfants de l'empereur avaient sombré dans la folie. Pour eux-mêmes, ils avaient enfin franchi toutes les limites et brisé toutes les inhibitions. Et c'était glorieux. On pouvait presque entendre l'écho de ce concert diabolique dans chaque atrocité que la Légion allait commettre par la suite. On disait que, tandis que la fierté de l'empereur poursuivait sa route, d'étranges notes d'une musique d'antan résonnaient encore dans ses couloirs. Un rappel que l'âme même de la Légion avait été réécrite dans cette orgie de bruit et de mort. Adieu la soirée de gala à l'opéra. L'hérésie d'Horus, frère contre frère. Alors que leur descente aux enfers était déjà bien amorcée, les enfants de l'empereur rejoignirent la grande rébellion d'Horus. Le prochain affrontement majeur de l'hérésie fut le massacre du site d'atterrissage sur Isfan V, l'une des batailles les plus tristement célèbres de l'histoire galactique. Fulgrim et ses enfants de l'empereur allaient affronter leurs anciens alliés et leur infliger des blessures mortelles et irréparables. Sur Isfan V, 7 légions de Space Marines s'affrontèrent dans un piège d'une ampleur sans précédent. Horus s'était retranché avec ses légions ouvertement traîtresses, les fils d'Horus, les enfants de l'empereur, les dévoreurs de monde et la garde de la mort. Après Isfan III, en réponse, l'Imperium dépêcha 7 autres légions pour punir les rebelles. La première vague a frappé la dépression d'Urgal à la surface d'Isfan V, était composée de 3 légions loyalistes, les Ironhands, menés par Primarque Ferris Manorus, les Salamanders, commandés par Vulcan, et la Raven Guard, commandée par Corvus Corax. Ils atterrirent au milieu de combats brutaux, aucun des deux camps ne réalisant encore qu'une seconde trahison était imminente. Fulgrim et les enfants de l'empereur, combattant aux côtés des forces d'Horus, feignirent la résistance, tandis que cette avant-garde loyaliste attaquait. Pendant un temps, la bataille fut équilibrée. Les Ironhands et leurs alliés se battirent avec bravoure, allant jusqu'à pénétrer dans les lignes traîtresses, au prix de lourdes pertes. Ferris Manis, en particulier, s'enfonça profondément, déterminé à trouver Fulgrim et à l'affronter directement. Cependant, lorsque la seconde vague de légions de renforts supposés arriva de l'orbite, le piège se referma. Ces nouveaux arrivants, 4 légions menées par des primarques, avaient secrètement rejoint le camp d'Horus. Les Night Lords, les Iron Warriors, l'Alpha Légion et les Wardbearers n'étaient pas venus en aide aux loyalistes. Ils étaient venus rejoindre Horus. Dans un acte de trahison suprême, ces réserves ouvrirent soudainement le feu sur les loyalistes par derrière. En un instant, les 3 légions loyalistes au sol furent prises au piège, des traîtres devant elles, des traîtres désormais derrière elles. L'espoir de victoire des loyalistes fut anéanti par le nombre. Et, trahison des plus abjects, le massacre du site d'atterrissage avait commencé sur les sables noirs d'Isfan V, au cœur d'une bataille déjà baignée de sang fraternel. Fulgrim affronta enfin Ferris Manis en duel, le Phénicien contre la Gorgone. Frères, amis, rivaux, Ferris était fou de rage face à la trahison de Fulgrim. Jadis, ces deux-là avaient été comme des frères, forgeant des armes ensemble
et vantant leurs talents respectifs. À présent, Ferris ne voyait qu'un fou qui les avait tous déshonorés. Au milieu du tourbillon de Space Marine, les deux Primarchs se firent face. Ferris Manisse brandissait un marteau massif, nul autre que Briseforge, l'arme que Fulgrim lui avait offerte en des temps meilleurs. Fulgrim, lui, ne tenait pas l'élégante épée que Ferris avait forgée pour lui. Cette lame avait été brisée plus tôt durant l'hérésie, et Fulgrim ne la portait plus. Il maniait désormais la sinistre lame de Laïr, possédée par un démon, devenue son arme de prédilection. Le duel qui s'ensuivit fut à la fois épique et tragique. Fulgrim combattait comme le maître épéiste qu'il était, rapide, élégant, d'une beauté presque irréelle dans ses mouvements. Ferris Manisse l'accueillit tel un bélier vivant, un colosse de force brute et de détermination d'acier, ses mains littéralement forgées de métal vivant, et son tempérament aussi impitoyable que l'acier de son monde. Coup après coup, les deux hommes s'affrontaient, chaque impact faisant trembler le sol. Les frappes de Fulgrim étaient précises et raffinées, mais Ferris les repoussait avec la puissance inflexible de ses poings de métal. Lorsque Ferris riposta, ce fut avec une force cataclysmique, et un instant, il sembla que le Gorgone puisse l'emporter par sa seule brutalité et sa volonté. Les Astartes des deux camps évitèrent soigneusement les Primarques qui s'affrontaient. C'était comme assister à la guerre des dieux antiques, mais Fulgrim possédait un avantage impie. L'entité du chaos liée à son épée lui conférait une vitesse et une force surhumaine à chaque fois qu'il en avait besoin. À un moment crucial, Ferris épuisé et saignant abondamment, la Gorgone leva son marteau pour porter le coup fatal. Fort de la puissance de l'entité, engendrée par le warp dans son arme, Fulgrim se roua en avant plus vite que Ferris ne l'avait anticipé. Il frappa la lame de Laïr roulante, parcourue d'énergie surnaturelle, avec le marteau, puis enfonça l'épée profondément dans le torse de Ferris Manisse. Le Primarque des Ironhounds s'effondra sur un genou, mortellement blessé, mais pas encore mort. Fulgrim se tenait au-dessus de son frère gisant, son épée démoniaque levée pour le coup final. Et à cet instant, il vacilla. Pendant un bref instant, le Fulgrim d'antan sembla se réveiller. Dans le regard agonisant de Ferris, il ne vit pas un ennemi, mais le frère qu'il avait aimé. Il vit le sang sur sa lame et comprit, avec une vague d'horreur, ce qu'il s'apprêtait à faire. La honte et le regret l'envahirent. Il ne voulait pas tuer Ferris Manisse. Les choses n'auraient jamais dû se passer ainsi. La perfection, l'idéal qu'il avait poursuivi toute sa vie, l'avait conduit là, au bord du meurtre de l'un des plus grands d'entre eux. L'âme de Fulgrim hurlait de remords. Il tenta de s'arrêter, de baisser l'épée, mais il était déjà trop tard. Le démon qui sommeillait dans la lame profita de ce moment de faiblesse. Dans un jaillissement de force surnaturelle, il prit le contrôle du corps de Fulgrim et le força à frapper. D'un seul coup terrible, la lame d'argent trancha net le cou de Ferris Manisse. La tête de la Gorgone s'écrasa sur le sol calciné. Ferris Manisse mourut sous les coups de son frère le plus proche. Un silence terrible s'installa dans l'esprit de Fulgrim, tandis qu'il contemplait les ruines devant lui. La bataille faisait toujours rage autour d'eux, mais pour Fulgrim, le temps semblait s'être figé. Le regard mort de Ferris le condamnait bien plus fort que les mots. Fulgrim n'avait pas atteint la perfection. Il avait commis le péché ultime, le meurtre des siens. À cet instant, tous ses triomphes, sa fierté, ses justifications à la rébellion s'effondrèrent. Submergé par le chagrin et la haine de soi, Fulgrim aspirait à ce que cesse le tourment de son acte. Le démon dans l'épée perçut son désespoir et bondit. Si le Phénicien était si brisé, il pouvait lui offrir la paix, l'oubli, un moyen d'échapper à l'écrasante culpabilité. Il lui suffisait de l'accepter pleinement. Dans son état mental dévasté, Fulgrim consentit. En un instant, le démon supérieur, lié à la lame, envahit son corps et en prit possession. L'âme du Primarque fut reléguée
au second plan, prisonnière impuissante de son propre esprit. Symboliquement, cette prison prit la forme d'un tableau. C'est un magnifique portrait de Fulgrim, réalisé auparavant par un mémorialiste et trônant à bord du fierté de l'empereur. La psyché de Fulgrim se trouva liée à cette image, hurlant en silence, tandis que le démon prenait Possession de son corps. Le Primarque des Emperor's Children était désormais une marionnette entre les griffes d'une entité de Slaanesh. Le Fulgrim nouvellement possédé, Fulgrim le démon, ne perdit pas de temps pour faire avancer la guerre d'Horus et ses propres desseins infâmes. Après le massacre du site d'atterrissage Istvan-Va, qui se solda par une victoire dévastatrice pour les traîtres, les 3 légions loyalistes furent presque entièrement anéanties, seuls quelques rares survivants parvenant à s'échapper. Le corps de Fulgrim fut récupéré, ainsi que la tête tranchée de Ferrus Manus. Le démon qui l'habitait prit soin de dissimuler la vérité sur sa possession. Aux yeux des autres, Fulgrim paraissait simplement plus froid, plus instable qu'auparavant. Mais parmi de tels traîtres notoires, qui auraient osé le contester, ils avaient tous déjà franchi le Rubicon de l'atrocité. Le premier acte de Fulgrim sous l'emprise démoniaque fut glaçant. Le démon conserva la tête de Ferrus Manus comme un trophée. Lorsque Horus convoqua un conseil de guerre peu après la bataille, ce faux Fulgrim présenta la tête de Ferrus au maître de guerre comme preuve de sa loyauté. Il avait obéi à Horus. Il avait tué Ferrus, même si, comme le fit remarquer le démon avec suffisance, Fulgrim n'avait pas la force de le faire lui-même, alors je l'ai fait pour lui. Horus fut immédiatement alarmé, comprenant que quelque chose clochait. Il réalisa que cet être portant le visage de Fulgrim n'était pas véritablement son frère. Le confrontant en privé, Horus menaça de détruire le démon si l'âme de Fulgrim était atteinte à quoi que ce soit. Le grand démon, cependant, professa sa loyauté à la rébellion d'Horus et fit remarquer qu'Horus avait besoin de la légion des enfants de l'empereur. À ce stade, Horus, à contre-cœur, se résigna. Il se dit qu'il s'occuperait de la libération de Fulgrim plus tard. Il y avait des batailles plus urgentes à gagner d'abord. La supercherie se poursuivit donc. Les autres primarques ne furent pas informés que Fulgrim était alors possédé par une entité du Warp. Tous ne furent pas dupes longtemps. Lors d'une réunion des primarques traîtres, souvent appelée le conclave des traîtres, à bord du vaisseau amiral d'Horus, le primarque Lard de Wordbearer, lui-même versé dans les affaires démoniaques, perçut la vérité. Au beau milieu de la réunion stratégique, Lorgar accusa brusquement Fulgrim d'être un imposteur. L'audacieux Wordbearer frappa même Fulgrim de sa masse, projetant le Phénicien à l'autre bout de la pièce. Le chaos faillit éclater parmi les primarques, les armes dégainées, mais Horus intervint et renvoya le conseil. Horus parvint en secret à convaincre Lorgar de patienter, admettant savoir que Fulgrim était possédé, mais promettant de s'en occuper. Lorgar était mal à l'aise. Il considérait cette forme de possession incontrôlée comme une abominable perversion du chaos. Ironiquement, Lorgar préférait la possession volontaire, comme celle de son Galvorbach. Il voyait la situation de Fulgrim comme une insulte, un démon usurpant le corps d'un primarque contre son gré. Néanmoins, la volonté d'Horus prévalut pour le moment, et ils laissèrent Fulgrim à la tête des Emperor's Children pour l'instant, espérant qu'après la victoire, il pourrait d'une manière ou d'une autre sauver le véritable Fulgrim. Au sein de la Légion des Emperor's Children, les simples marines ne réalisaient pas que leur primarque n'était plus réellement aux commandes de son âme. Ils remarquèrent des changements, bien sûr. Le comportement de Fulgrim devint encore plus erratique, cruel et capricieux qu'auparavant. Mais la Légion sombrait déjà dans la folie. Aussi beaucoup y virent simplement une nouvelle manifestation de la faveur de Slaanesh. Seuls quelques-uns, comme le capitaine Lucius, récemment revenu,
et qui avaient prouvé son zèle à Istvon III, trouvèrent étrange que Fulgrim ne semble plus tout à fait lui-même. Mais lorsque Lucius fit part de ses inquiétudes, le démon Fulgrim le récompensa d'un présent, la lame Lérine elle-même, désormais une coquille vide depuis que le grand démon l'avait quitté. Le démon qui habitait Fulgrim pressentait peut-être que Lucius pourrait un jour être utile, ou du moins que lui offrir une lame souillée par le chaos ne ferait qu'aggraver la corruption de l'âme du bretteur. Ainsi Lucius fut apaisé pour le moment, et toute suspicion de la part des nains concernant l'état de Primarque fut étouffée sous des couches de peur et de déni. Cependant, les fissures dans la façade continuèrent de s'élargir. Peu après Istvon V, Horus ordonna à Fulgrim et aux enfants de l'empereur de participer à une opération majeure, un assaut sur Mars, où une guerre civile faisait rage au sein du Mechanicum entre les fidèles de la Terreur et ceux qui avaient pris le parti d'Horus. Les enfants de l'empereur, conformément au plan d'Horus, étaient censés soutenir les forces traîtresses du Mechanicum. Mais le démon Fulgrim avait d'autres projets. Désobéissant ouvertement aux ordres, il détourna sa légion vers une toute autre cible, le monde prismatique et vitrifié de Prismatica V, un monde reculé aux ressources cristallines uniques. Le seigneur commandant Eidolon, l'un des officiers supérieurs de Fulgrim, connu pour son arrogance égale à celle de son maître, osa remettre en question ce changement de plan. Ce fut sans doute sa dernière erreur dans cette vie. Damon Fulgrim, pris d'une rage paranoïaque, interpréta la question d'Eidolon comme une insulte personnelle et une menace. Sans prévenir, le primarque frappa d'un arme, une dague imprégnée du chaos qu'Horus lui avait offerte, décapitant Eidolon d'un seul coup. À la stupéfaction des capitaines de la Légion réunis, Fulgrim souleva la tête tranchée d'Eidolon et la retourna nonchalamment au-dessus d'un tonneau de vin rare. Le sang dégoulinait du cou de la tête et se mêlait au vin, s'y mêlant. Fulgrim porta un toast à Slaanesh et força ses officiers à boire de ce vin sanglant. Ce rituel macabre était censé signifier on ne sait quoi. Peut-être que Slaanesh favorisait les audacieux et punissait les hésitants. Loin d'être horrifiés, les enfants de l'empereur, dans son entourage, prirent cela avec philosophie. En réalité, beaucoup méprisaient Eidolon et considéraient son exécution comme plus que méritée. L'ambitieux Lucius, lui, n'y voyait aucun inconvénient. Un commandant de moins signifiait un chemin plus rapide vers la gloire pour lui. Mais ce que les fils de Fulgrim remarquèrent, c'est que le tempérament de leur primarque était devenu terrifiant et imprévisible. Il oscillait entre une folie grandiose et une fureur meurtrière pour un rien. Pour un rien. Cette suite d'événements déclencha quelque chose d'important. Lucius et quelques autres officiers commencèrent à douter que l'être qui les dirigeait fût véritablement le Grim dans toute sa splendeur. Ils savaient que Lucius, en particulier, avait commencé à faire le lien. Les sautes d'humeur inhabituelles, les pouvoirs psychiques que Fulgrim avait manifestés lors de l'assaut des citadelles de cristal de Prismatica. Fulgrim avait ouvertement utilisé des capacités de sorcière au combat, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Et il y avait cette pièce verrouillée et gardée sur le vaisseau amiral, le Léniche, le théâtre, scellée depuis que les rumeurs de Maraviglia circulaient au sujet d'un grand portrait de Fulgrim qui y avait été placé, et désormais sous surveillance. Lucius, hanté par des cauchemars récurrents de ce tableau, se persuada que quelque chose clochait profondément chez son père génétique. En secret, il contacta ceux en qui il avait confiance, ou plutôt ceux qu'il pouvait manipuler sec. Une cabale d'officiers des enfants de l'empereur, membres d'une loge guerrière appelée la Fraternité du Phénix. Par des paroles habiles, Lucius les persuada que Fulgrim était possédé par une entité, et que, pour le bien de la Légion, il fallait absolument libérer le primarque de cette influence. C'était un plan audacieux et périlleux. Tenter de soumettre un primarque était une entreprise risquée. Mais les enfants de l'empereur, devenus trop téméraires, nourrissaient une certaine
Ordis et nombre de ses officiers nourrissaient également de la rancune envers Fulgrim pour les châtiments arbitraires qu'il avait récemment infligés. Sous la subtile ruse de Lucius, ils adhèrent un complot pour capturer Fulgrim. Fulgrim et procéder à une sorte d'exorcisme. Fulgari ou Harvey ou Suso ou Sucé. Lorsque le piège fut tendu, ce fut une affaire sanglante et désespérée. Un groupe d'enfants de l'empereur de haut rang, parmi lesquels Lucius, le capitaine Julius Caesar, l'apothicaire en chef Fabius, oui, le fameux Fabius, et d'autres, tendirent une embuscade à Fulgrim dans ses appartements privés. C'est dire à quel point la Légion était corrompue que quiconque ait osé lever la main contre le primarque Fulgrim, ou plutôt contre le démon qui l'habitait. Pris au dépourvu, et après une lutte acharnée, où plusieurs conspirateurs furent mutilés ou tués, ils parvinrent à assommer le primarque grâce à une toxine spéciale administrée par Fabius. Ils le transportèrent en toute hâte à l'apothicarie et l'attachèrent à une table d'opération. S'ensuivit un exorcisme atroce par la torture. Persuadés de devoir expulser le démon, Lucius et les autres eurent recours à des mesures extrêmes. Ils tentèrent littéralement de tourmenter l'entité pour la forcer à quitter le corps de Fulgrim. Ils tailladèrent, électrocutèrent et utilisèrent des stimulants arcaniques, tout en hurlant à Fulgrim de lutter et d'expulser l'intrus. C'était une tentative pour le moins peu orthodoxe et horrible. Au début, Fulgrim, possédé, se contenta de rire et d'absorber la douleur. Mais à mesure que l'épreuve se prolongeait, un événement inattendu se produisit. Fulgrim le primarque se mit soudain à parler de sa propre voix et non de celle des démons. Il leur ordonna de s'arrêter. Avec un calme inquiétant, le primarque ligoté commença à expliquer des choses qui firent comprendre aux prétendus sauveurs qu'ils avaient été dupés. Dans un retournement de situation stupéfiant, Fulgrim se libéra sans effort de ses liens. De toute évidence, il aurait pu le faire à tout moment. L'officier recula, sous le choc et confus. Fulgrim, souriant, révéla la vérité. Le démon était déjà parti. Lui-même l'avait expulsé il y a quelque temps. Stupéfait, Lucius et les autres s'agenouillèrent, implorant son pardon. Fulgrim, magnanime, les pardonna, disant qu'il appréciait leur initiative. Après tout, il n'avait fait que ce qu'il aurait fait à leur place. Comment Fulgrim s'était-il libéré? Comme il l'expliqua plus tard à Lucius en privé, son âme n'était pas restée inactive pendant son séjour prisonnier dans ce tableau. Fulgrim affirma avoir tiré des leçons de cette expérience. La présence du démon lui avait beaucoup appris sur l'immatérium. Au cours d'une certaine période, peut-être durant le voyage vers Prismatica Thief ou avant, Fulgrim parvint à inverser la possession, échangeant sa place avec le démon. L'âme du primarque retourna dans son corps et le démon supérieur fut enfermé à sa place dans le portrait. Si cela paraît incroyable, souvenez-vous que les primarques étaient des êtres extraordinaires, et Fulgrim, en particulier, apprenait toujours vite, même en matière de chaos. Ainsi, lorsque Lucius et ses compagnons le confrontèrent, le véritable Fulgrim avait repris les rênes, feignant discrètement d'être encore possédé, pour tester la loyauté de son entourage et peut-être aussi pour justifier son adhésion pleine et entière au chaos. Dès lors, Fulgrim redevint Fulgrim, mais à jamais transformé. Libéré de toute influence étrangère, il était désormais un fervent adepte de la voie de Slaanesh. Il expliqua à ses fils réunis que ses sautes d'humeur et son désintérêt pour les anciennes traditions de la Légion n'était que l'évolution naturelle de sa quête de perfection à travers Slaanesh. Affranchi des simples principes moraux humains, Fulgrim annonça qu'il repousserait les limites de la sensation et de l'expérience plus loin que quiconque. Il nourrissait une vision grandiose pour les enfants de l'Empereur, perfectionner la quête du plaisir et de la douleur, explorer tous les extrêmes de l'existence. L'assaut contre Prismatica 5, révéla-t-il, avait pour but de s'emparer de cristaux exotiques,
pour bâtir un palais des miroirs sur un monde démoniaque. Monument dédié aux expériences nouvelles, les enfants de l'Empereur, sous la houlette de Fulgrim, atteindraient l'illumination par l'excès. On pourrait croire qu'après une telle révélation, certains officiers reculeraient, mais en réalité, la plupart des enfants de l'Empereur étaient déjà si loin dans la déchéance qu'ils rugirent d'approbation. Lucius, en particulier, se sentit honoré. Son coup de maître avait prouvé sa valeur aux yeux de Fulgrim. Le primarque avait manifestement orchestré les événements pour les mettre à l'épreuve, et ils avaient fait preuve à la fois de ruse et de dévotion. Fulgrim, redevenu pleinement lui-même, bien que déformé, la Légion des enfants de l'Empereur reprit sa marche sur le chemin de la damnation avec une détermination renouvelée. L'objectif ultime de Fulgrim était désormais à portée de main, non seulement servir Slaanesh, mais devenir lui-même un demi-dieu du chaos. L'apothéose, l'étreinte du serpent. En quête de cette sombre apothéose, Fulgrim chercha une alliance avec un autre traître, le primarque Perurabo des Iron Warriors. Perurabo était un maître des sièges et un chef relativement posé, d'un pragmatisme brutal, à bien des égards, l'opposé de Fulgrim. Cependant, les deux hommes avaient jadis été camarades, et Fulgrim savait comment flatter les désirs de Perurabo. Les enfants de l'Empereur rencontrèrent les Iron Warriors. Après le massacre d'Istfon, lorsque les deux légions se rencontrèrent sur le mont d'Hydra Cordatus, les Iron Warriors organisèrent un grand défilé militaire, exhibant leur puissance disciplinée. Mais ce qui émergea des vaisseaux de débarquement de la 3e Légion fut un spectacle choquant. Les enfants de l'Empereur apparurent alors comme une explosion de couleurs et de mutations. Leurs armures étaient repeintes de rose, de violet et de noir criard, ornées de filigranes d'or et d'accouplements à pointe. Nombre d'entre eux s'étaient transformés physiquement, langues allongées, organes sensoriels supplémentaires, modifications étranges des membres, autant de dons de Slaanesh ou d'améliorations auto-infligées pour exacerber leurs sensations. Ils ne marchaient ni en silence ni d'un pas régulier, mais souvent accompagnés d'une musique étrange ou de rires hystériques. Le contraste avec les guerriers de fer stoïques était saisissant. Perurabo était mal à l'aise face à ce que son frère était devenu, mais il écouta Fulgrim jusqu'au bout. Fulgrim lui fit une proposition. Perurabo ne pouvait la refuser facilement. Il parla d'une arme d'une puissance inimaginable, cachée sur un monde lointain d'Alari, au cœur même de l'œil de la terreur. L'arme connue sous le nom d'Exterminatus de l'Ange. Cette arme, prétendait Fulgrim, pouvait faire basculer le cours de la guerre et assurer la victoire d'Horus. En réalité, l'Exterminatus de l'Ange n'était qu'un mensonge, du moins parce que Perurabo pensait. Le véritable plan de Fulgrim était d'utiliser Perurabo et ses guerriers de fer comme instrument fin volontaire pour accéder au statut de démon. Perurabo, sceptique mais intrigué, accepta de se joindre à Fulgrim dans cette expédition au cœur de l'œil de la terreur. Cette région déformée de l'espace, demeure des démons qui s'était ouverte durant l'hérésie. Après tout, Horus avait autorisé une diversion temporaire pour une partie de ses forces, et Perurabo pensait que cette quête d'armes secrètes pourrait effectivement contribuer à l'effort de guerre. À tout le moins, se disait-il, il était prudent de rester en bon terme avec Fulgrim jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se tramait. Ainsi, les guerriers de fer et les enfants de l'Empereur pénétrèrent ensemble dans l'œil de la terreur, en route pour Idris, le monde des vieilles femmes, où reposait, selon la légende, l'ange Exterminatus. Ils ne furent pas totalement sans opposition. À leur insu, une bande hétéroclite de survivants loyalistes des 5 de Mistvon, des Ironhantes, des Revengard et des Salamanders, à bord du Sisophium, avaient eu vent du plan de Fulgrim et les avaient suivis. Déterminés à saboter tous les agissements maléfiques de Trade, ces loyalistes rôdaient dans l'ombre, attendant leur heure. Sur Idris, Fulgrim conduisit Perurabo jusqu'à une ancienne structure ancestrale, un grand céphilaire enfoui au cœur d'une montagne et gardé par des pièges et des constructions arcaniques que les deux légions durent vaincre. Pendant tout ce temps,
Fulgrim jouait l'allié bienveillant, flattant Perurabo et satisfaisant sa passion pour les énigmes en le laissant démanteler les défenses et l'Eldar. En secret, Fulgrim préparait la prochaine étape de son plan. Il s'était procuré un artefact maudit, un cristal semblable à du jade appelé Pierre Mogitar, surnommé la moissonneuse. Dans un geste de fausse camaradie, Fulgrim avait offert à Perurabo une magnifique cape dont la graffe était sertie d'une grosse gemme sombre. Tandis qu'il s'enfonçait dans les ruines et l'Eldar, la pierre drainait lentement la force et l'énergie vitale de Pertoabo, les absorbant à son insu. Pertoabo, primarque logique et méthodique, se sentait de plus en plus fatigué à mesure qu'ils avançaient, mais il attribuait cela à l'atmosphère étrange de l'œil de la terreur ou aux effets persistants du maléfice ancestral. Finalement, l'expédition atteignit le cœur du Séphilaire, une vaste chambre grouillante d'énergie warp. Il n'y avait pas d'arme ultime d'extermination des anges. Fulgrim révéla alors la vérité à Pertoabo au dernier moment. Il était l'exterminateur des anges. En d'autres termes, le plan de Fulgrim était de devenir un prince démon, un être démoniaque immortel, sur le champ, en utilisant l'énergie vitale volée à Pertoabo et le nexus énergétique du monde du cône Eldar pour alimenter sa transformation. Perurabo, furieux de cette machination, cracha que le narcissisme de Fulgrim avait atteint des sommets cosmiques. Primarque, le guerrier de fer, bien qu'affaibli, attaqua aussitôt Fulgrim avec rage, brandissant le grand marteau brise-forge. Un duel féroce éclata au milieu des énergies warp rougissantes de la chambre, mais Perurabo, déjà épuisé par la pierre de Margotar, ne put maintenir sa vigueur habituelle. Fulgrim prononça un seul mot de pouvoir, une syllabe obscure enseignée par Slaanesh, qui fit chanceler Pertoabo dans une agonie terrible. À cet instant, le rituel d'ascension de Fulgrim commença. La vitalité volée à Pertoabo, combinée à l'énergie psychique concentrée d'innombrables âmes anciennes liées à ce monde de sorcières, commença à élever Fulgrim au-delà des limites de la mortalité. Un rayon de lumière maladive l'enveloppa tandis qu'il s'élevait dans les airs. Voyant cela, Pertoabo rassembla ses forces pour un geste désespéré. Il arracha la pierre Malgatar incandescente de la fermeture de sa cape. Comprenant alors que c'était le parasite qui lui aspirait la vie, il la jeta au loin, privant Fulgrim de la dernière parcelle de son âme. Chancelant, Pertoabo tenta d'arrêter le processus par la force. À cet instant précis, l'équipe d'intervention loyaliste passa également à l'action. Les Iron Hands et d'autres firent éprobation dans la chambre, tirant sur les empereurs, les enfants et les soldats des Iron Warriors sans distinction. Le chaos éclata et une bataille à trois s'engagea, loyalistes contre traîtres contre d'autres traîtres. Au centre, Fulgrim était suspendu, puisant son énergie. Pertoabo, fou de rage à l'idée de saisir sa chance, se jeta sur Fulgrim et le frappa de toute sa force avec Forgica. Le coup de marteau tua le corps mortel de Fulgrim. On pourrait dire que Pertoabo terrassa son frère sur le coup. La forme physique de Fulgrim fut déchirée dans une explosion de lumière et d'énergie. Mais loin de contrecarrer son plan, ce fut le catalyseur final nécessaire. La mort de son enveloppe humaine devint le berceau d'une entité nouvelle et impie. Le rituel atteignit son apogée. L'âme de Fulgrim, imprégnée des offrandes d'âme et de la force vitale des primarques, transcende la matière. Dans une explosion aveuglante, Fulgrim atteignit l'apothéose. Ce qui émergea de cette explosion était Fulgrim, et pourtant pas Fulgrim. Sa forme de prince démon se matérialisa dans les airs, un cauchemar incarné. Les témoins la décrivirent comme à la fois magnifique et terrifiante. Fulgrim apparut un instant tel qu'il était à son apogée, d'une beauté radieuse, parfait comme le jour où l'empereur l'avait créé. Mais alors, sa forme commença à se transformer, fluide comme de l'or en fusion. Le bas de son corps s'allongea et fusionna en une puissante queue serpentine recouverte d'écailles irisées. De grandes cornes s'enroulèrent en spirale autour de sa tête,
et une couronne de feu démoniaque embrassa son visage. 2 bras supplémentaires jaillirent de son torse, brandissant chacun une lame ou une griffe acérée. Des ailes emplumées, ou peut-être des ailes de chair, se déployèrent dans son dos. Son visage conserva sa beauté éthérée et cruelle, mais ses yeux étaient des gouffres d'une infinie noirceur et d'un plaisir intense. En essence, Fulgrim était devenu un démon supérieur de Slaanesh, sous la forme d'un prince démon serpentique. Le nouveau-né d'Amon Primarque poussa un cri, à la fois de victoire et d'extase, qui fit trembler la pièce. Perto ne put qu'assister, impuissant, à la transformation de son ancien frère en une créature totalement inhumaine. Fulgrim, dans son premier acte en tant que prince démon, s'adressa à Perturabo non pas avec colère, mais étrangement avec affection. Il promit de façon énigmatique qu'il se reverrait en frère un jour, lorsque Perturabo comprendrait lui aussi. Sur ces mots, Fulgrim commença à téléporter les forces des enfants de l'empereur hors la chambre, d'un geste ample, alimenté par la nouvelle puissance d'une sorcière, le démon Primarque. Et tous espèces marines, survivants disparurent d'Idris dans un éclair d'énergie warp. Échappant aux loyalistes et abandonnant les Iron Warriors, l'ascension de Fulgrim était complète. Ce champ de bataille ne lui était plus utile. Après la bataille, les loyalistes, qui avaient tendu une embuscade, et les Iron Warriors de Perturabo constatèrent que le monde de la vieille femme commençait à s'effondrer. L'apothéose de Fulgrim était épuisée ou déstabilisée. Les anciennes énergies Eldar, qui maintenaient Idris Perturabo, bouillonnante de rage face à la trahison de Fulgrim, mais pragmatiques comme toujours, ordonnèrent la retraite. Il prit ses Iron Warriors survivants et même quelques loyalistes en haillons, car à cet instant, ces derniers étaient plus préoccupés par leur survie que par le combat, et ils quittèrent la planète de justesse. Dans un coda spectaculaire, Perturabo plongea littéralement dans le trou noir de l'œil de la terreur, au cœur de la planète, avec son vaisseau amiral pour échapper à l'implosion. Une manœuvre insensée qui, contre toute attente, fonctionna, le projetant vivant ailleurs dans l'œil. Le loyaliste 6 femmes s'enfuit lui aussi. Idris fut englouti dans une implosion cataclysmique, tandis que les âmes Eldar piégées étaient finalement libérées ou dévorées. Les survivants du massacre du Side Drop avaient partiellement réussi. Les traîtres n'avaient pas obtenu d'armes suprêmes, mais en vérité, Fulgrim avait atteint quelque chose de potentiellement pire, l'immortalité en tant que démon. Avec l'ascension du premier des Primarques au rang de démon, l'hérésie entra dans une phase encore plus sombre. Fulgrim était désormais un prince du chaos, pratiquement invincible par des moyens conventionnels et doté d'une immense puissance psychique et physique. Il devint l'incarnation même des excès de Slaanesh, un démon serpentin de 6 mètres de long, d'une beauté exquise et d'une puissance mortelle. Cependant, l'ascension eut un prix. Les motivations de Fulgrim devinrent de plus en plus étrangères à son monde. Les affaires des mortels comptaient moins pour lui. Le grand jeu du chaos, la quête d'un excès toujours plus grand dans le warp, l'attirait. En effet, après avoir atteint la forme démoniaque, l'implication directe de Fulgrim dans l'hérésie d'Horus commença à se faire sentir. Il fit quelques apparitions. À l'appel d'Horus, Fulgrim se présenta, désormais sous une forme démoniaque scintillante, à des batailles comme celle de duel, pour prêter main forte. On raconte qu'à un moment donné, il survécut à une tentative d'assassinat menée par les Iron de Shadrach Méduson, faisant étalage de ses nouveaux pouvoirs psychiques pour abattre des vaisseaux d'attaque. Horus confia à Fulgrim une importante mission diplomatique, corrompre les dirigeants humains de la Maison Divine, une maison de la nuit, et les plonger dans le chaos. Fulgrim y parvint en les incitant à la débauche et au pacte. Cette mission préparait le terrain pour une bataille ultérieure sur Molech. Cependant, l'intérêt de Fulgrim pour l'hérésie s'estompa peu à peu, absorbé par les plaisirs et les intrigues du Warp. Il commença à envisager une stratégie millénaire plutôt que la guerre immédiate contre la terreur. Concrètement, le départ de Fulgrim du front déstabilisa les enfants de l'empereur. Leur primarque,
devenu un demi-dieu Slaneshi, était souvent absent, se livrant à ses étranges occupations sur un monde démoniaque qu'il prétendait posséder. La Légion, déjà encline aux excès individualistes, commença à se fragmenter en l'absence de son commandement constant. Tandis qu'Horus commandait toujours nominalement toutes les forces traîtresses, les déploiements des enfants de l'empereur devint de plus en plus erratique. Ils se battaient dans la terreur, certes mais souvent à leur manière, au gré de leurs envies, comme, nous le verrons, Fulgrim accéda au pouvoir, et la Légion des Emperor's Children commença à se fragmenter en une bande de seigneurs de guerre, chacun en quête de sa propre gloire perverse. Le siège de la terreur, les excès des Emperor's Children. Lorsque Horus lança enfin l'assaut sur la terreur elle-même, les Emperor's Children étaient bel et bien présents, mais leur rôle était unique et terrifiant. La terreur, le monde trône, devint le théâtre de l'ultime confrontation entre traîtres et loyalistes. Tandis que les légions traîtresses bombardaient les défenses et assiégeaient le palais impérial, les Emperor's Children se trouvèrent quelque peu en décalage avec la nature impitoyable et ardue de la guerre de siège. La patience et la planification méthodique n'avaient jamais été les points forts de Fulgrim, et comme il se glissait fréquemment dans le warp sous une forme serpentine, la concentration de la Légion se dispersa. Ils finirent par se lasser de bombarder les murs et de creuser des tranchées. Au lieu de se concentrer sur la tâche colossale de percer les fortifications du palais de Roguldon, les enfants de l'empereur se tournèrent vers une proie plus facile, la population civile terrorisée. Une fois les traîtres parvenus à faire tomber la planète et à déployer leur force, de vastes zones terrorisées, blocs d'habitation, ruches, flèches, loin du palais, se retrouvèrent sans défense. Les loyalistes étaient tous concentrés autour du palais et de certains points stratégiques. Fulgrim déchaîna sa légion sur ces villes grouillantes, comme une meute de prédateurs affamés et dépravés. Ce qui suivit est sans doute l'un des chapitres les plus sombres du siège. Les enfants de l'empereur se livrèrent à une orgie de destruction et de cruauté dans les quartiers terrorisés et sans défense. Ils ne cherchèrent ni à prendre le contrôle officiel, ni à s'emparer des infrastructures. Il s'agissait de raids d'une pure débauche. Ils rassemblèrent des dizaines de millions d'hommes et de femmes innocents et les soumirent à des tourments inimaginables. Là où jadis les apothicaires des enfants de l'empereur soignaient leurs frères, les chimistes et les chirurgiens de la Légion, menés par des figures perverses comme Fabius, avaient établi des ateliers cauchemardesques. Des millions de civils terriens furent massacrés au nom de la création de nouveaux stimulants et drogues distillés à partir de systèmes nerveux et d'organes humains pour alimenter les addictions de la Légion. Des milliers d'autres captifs étaient parqués dans des arènes improvisées où les Space Marines des enfants de l'empereur et les démons Slaneshi invoqués rivalisaient d'ingéniosité pour provoquer les cris les plus extrêmes, qu'ils soient de douleur ou de plaisir pervers. Ils donnaient lieu à des symphonies de cris, de véritables arrangements symphoniques de meurtre. Certains hérétiques transformaient leurs victimes en instruments de musique vivants, étirant leurs cordes vocales pour produire des notes étranges sous la torture. Des damonais bondissaient au milieu des foules de captifs, tranchant des membres et chatouillant les terminaisons nerveuses avec une égale joie. Les Space Marines eux-mêmes se livraient à une compétition pour inventer les sensations les plus inédites. Des déflagrations soniques assourdissantes capables de faire exploser les organes aux caresses de l'âme si acérées que la douleur en devenait exquise. Pour les enfants de l'empereur, c'était le terrain de jeu ultime. Libérés de toute contrainte sur le trône du monde des hommes,
Ils pouvaient enfin montrer à tous à quel point leur quête de l'excès avait atteint son apogée. On estime que les enfants de l'empereur ont assassiné ou causé la mort d'un nombre de civils bien supérieur au leur. Selon certains témoignages, plus de 40 fois leurs effectifs durant le siège. N'oublions pas qu'à ce moment-là, ils comptaient peut-être des dizaines de milliers de marines. Multipliés donc par 40, on parle de centaines de milliers, voire de millions de personnes massacrées directement par eux, sans compter les victimes indirectes de la terreur et du chaos qu'ils semaient. Et ils ne se contentaient pas de tuer, ils détruisaient des âmes. Les rapports d'après-siège décrivent des ruches entières où la population était plongée dans une débauche frénétique ou une horreur catatonique. Les rares survivants imploraient la mort après les atrocités subies aux mains de la 3e Légion. Dans bien des cas, les survivants disparaissaient tout simplement. Des dizaines de milliers d'entre eux, réduits en esclavage et ramenés sur les vaisseaux traîtres, étaient voués à un sort encore pire, offert en pâture à la Légion sous le joug de la terreur. Fulgrim, prince démon, supervisait personnellement ces atrocités avec une joie perverse. S'il y avait une quelconque logique tordue derrière tout cela, il prétendait libérer ces gens de la fausse morale de l'empereur, les poussant à expérimenter des sensations au-delà des limites de la mortalité, même si, bien sûr, cela ne faisait que les tuer ou les briser. Dans son esprit déformé, il pensait peut-être leur rendre service, leur offrant un dernier instant de perfection à travers la douleur et l'extase. La plupart des observateurs sensés l'auraient qualifié de ce qu'il était, un carnage sadique et une perversité d'une ampleur rarement vue. Horus avait donné carte blanche à Fulgrim, et les enfants de l'empereur en profitèrent pleinement, tandis que d'autres légions traîtresses étaient engagées dans des batailles sanglantes et acharnées contre les défenses loyalistes. Les enfants de l'empereur déchaînaient la fête la plus horrible de la galaxie à travers les zones sans défense de la terreur. Finalement, comme nous le savons, la rébellion d'Horus échoua. Le siège prit fin lorsque Horus affronta l'empereur dans un ultime combat à bord de son vaisseau et fut tué au prix de terribles souffrances. L'empereur fut mortellement blessé et allait bientôt être inhumé sur le trône d'or, mettant ainsi fin à l'hérésie, mais à un prix exorbitant. À la chute d'Horus, la cohésion des forces traîtresses se désintégra. Les Space Marines du chaos commencèrent à se retirer précipitamment, fuyant la terreur. Alors que les renforts loyalistes, assoiffés de vengeance, se rapprochaient, les enfants de l'empereur, se délectant de leur carnage, furent quelque peu surpris par la fin abrupte de la guerre. Mais lorsqu'ils réalisèrent que leur maître de guerre était mort et la défaite imminente, ils se retirèrent eux aussi, ramassant le butin et les esclaves qu'ils purent emporter. Fulgrim, pressentant sans doute à travers le warp la mort d'Horus, ne s'attarda pas. Le primarque démon n'avait aucune intention d'affronter les loyalistes sans le commandement d'Horus. Les flottes des enfants de l'empereur décollèrent, quittant le ciel de la terreur pour gagner la sécurité du warp. La retraite fut loin d'être ordonnée. Les enfants de l'empereur laissèrent derrière eux un champ de ruines. Dans leur fuite, ils massacrèrent les captifs qu'ils ne pouvaient emmener. Les mondes jalonnant leur route furent impitoyablement pillés pour se ravitailler et se nourrir d'esclaves afin de reconstituer leur stock. Pourtant, les poursuivants impériaux, suivant la trace de la 3e Légion en déroute, découvrirent des planètes entières transformées en abattoirs. Sur certaines, des cadavres s'amoncelaient en montagne, disposés de manière obscène, dignes des esprits pervertis des fidèles de Slaanesh. Sur d'autres, les survivants, traumatisés, imploraient la mort ou n'étaient plus que des épaves hurlantes, l'esprit brisé par l'horreur qu'ils avaient été contraints de voir et d'endurer. Et dans quelques cas, les enfants de l'empereur laissèrent derrière eux des villes désertes, pas une âme qui vive, la population entière emmenée. Ces malheureux envieraient les morts, car ils serviraient de bétail pour le futur massacre de la Légion. Le grand nettoyage, la vengeance et la fuite. La période qui suivit immédiatement l'hérésie d'Horus est connue sous le nom de Grand Nettoyage. Les forces loyalistes, au bord
Dès la défaite, ces rallièrent et ripostèrent avec violence contre les traites. Les enfants de l'empereur étaient les cibles privilégiées de cette vengeance, affaiblis par leurs propres excès et la perte de la terreur qu'ils semaient. Ils en demeuraient pas moins des bêtes acculées et dangereuses, tandis que l'empereur y en purgeait monde après monde de toute présence traîtrette. Les enfants de l'empereur semèrent la terreur à travers les étoiles dans une tentative désespérée de fuite. Ils mirent le cap sur le seul refuge qui leur restait, les matériums turbulents de l'œil et de la terreur, où la marine et les armées impériales hésiteraient à les suivre. Durant le nettoyage, des affrontements notables eurent lieu. L'un d'eux, particulièrement fatidique, se produisit en 1013 lors de la bataille de Thela. Le primarque des ultramarines, Robutu Gilamon, y intercepta une importante bande de guerre des enfants de l'empereur, menée par nul autre que Fulgrim lui-même, qui avait temporairement réapparu dans l'espace réel. Gilamon cherchait à traduire son frère déchu en justice pour toutes les atrocités qu'il avait commises. Dans le vide spatial au-dessus de Théala, les deux primarques s'affrontèrent en duel. Gilamon était l'un des plus grands champions de l'Emperium, mais même lui était désavantagé face à un primarque démon imprégné des pouvoirs du chaos. Fulgrim, rusé et renforcé par Slaanesh, feinta et frappa avec une vitesse surnaturelle. Il exploitait un point faible invisible, la gorge de Gilamon, marquée par une ancienne cicatrice d'un combat antérieur. En un éclair, l'épée empoisonnée de Fulgrim trancha la gorge de Gilamon, libérant un poison chargé d'énergie warp. Le primarque des ultramarines s'effondra, mortellement blessé, son corps se contractant sous l'effet du poison démoniaque. Fulgrim aurait pu l'achever, mais à cet instant, des renforts ultramarines arrivèrent en masse et emportèrent le corps de leur primarque. Fulgrim, peu encline à un combat prolongé, les laissa battre en retraite. Gilamon fut placé dans un champ de stase par son chapitre, le maintenant entre la vie et la mort. Il y demeura 10 000 ans jusqu'à sa résurrection au 41e millénaire, un événement que Fulgrim sembla pressentir à travers le warp. Mais nous y reviendrons. Pour les enfants de l'empereur, blessé Gilamon fut une ultime victoire teintée de cruauté avant de quitter la scène historique. Après cela, ils poursuivirent leur fuite vers l'œil de la terreur, laissant derrière eux des mondes dépeuplés et des cauchemars. À ce moment-là, les forces impériales s'étaient largement dispersées en flotte à la poursuite des différents éléments traîtres. Les fils d'Horus, la Légion d'Horus et d'autres légions rebelles étaient également en déroute. Les enfants de l'empereur parvinrent à atteindre l'œil de la terreur relativement intact, mais ils transportaient avec eux une immense cargaison d'esclaves humains et de boutines. À leur arrivée dans l'œil de la terreur, région où la réalité normale cède la place au monde démoniaque et à la folie, les enfants de l'empereur établirent rapidement des bases secrètes sur les mondes démoniaques que Slaanesh leur avait offerts. Fulgrim, prince démon, disparut dans la folie mouvante du warp pour s'emparer de son propre royaume, un palais de plaisir et de souffrance sans fin. Si les rumeurs disent vrai, il se trouverait sur un monde démoniaque qu'il aurait nommé Kallax, d'après la capitale de Kimos, un sombre reflet du paradis qu'il avait jadis tenté de bâtir dans le Matérium. En l'absence quasi totale de Fulgrim, la structure de commandement unifiée de la Légion commença à se désagréger. Pire encore, les appétits insatiables des enfants de l'empereur ne tardèrent pas à les opposer à leurs compagnons traîtres. Dans l'œil de la terreur, les légions traîtresses pensaient leurs plaies et se disputaient les ressources. Les enfants de l'empereur, ayant ramené de nombreux esclaves de la terreur, les décimèrent à un rythme effréné
Les exigences de leur nouveau protecteur démoniaque ne pouvaient jamais être longtemps assouvies. Lorsque les victimes à sacrifier Commencèrent à manquer, les enfants de l'empereur firent ce qui leur venait naturellement. Ils partirent chasser, mais à leurs yeux, les seules proies disponibles étaient souvent les esclaves et les territoires des autres légions traîtresses. Ainsi éclatèrent les guerres de légion ou guerres d'esclaves. Les enfants de l'empereur lancèrent des raids contre les porteurs de la parole, les guerriers de fer, et même leurs anciens alliés, les fils d'Horus, afin de s'emparer de leur stock d'humains et de ressources. Ces actes ne restèrent pas sans réponse. Les autres légions ripostèrent avec férocité. Par exemple, les enfants de l'empereur entretinrent une querelle féroce avec les dévoreurs de monde, la légion de Corne, qui culmina sur le monde démoniaque de Scalitrax. Lors de cette bataille brutale, les dévoreurs de monde, menés par le champion frénétique, Corne le traître, affrontèrent les enfants de l'empereur. Au cœur d'une cité gelée, la violence s'intensifia jusqu'à ce que Corne, dans un accès de rage insensé, incendie la ville et se mit à massacrer amis et ennemis sans distinction. Les dévoreurs de monde se divisèrent alors en bandes armées, à l'instar des enfants de l'empereur, mais ces derniers, décimés, furent chassés de la planète. Un autre incident notoire fut l'assaut des enfants de l'empereur contre la forteresse des fils d'Horus sur le monde démoniaque de Mielium. Il ne s'agissait pas d'un simple vol, mais d'un projet macabre de Fabius Bill, l'ancien apothicaire en chef des enfants de l'empereur. Bill, toujours en quête de ses expériences grotesques, avait récupéré des cellules et du matériel génétique du défunt maître de guerre, Horus. Dans un élan d'orgueil et d'une logique absurde, Fabius décida de cloner Horus. Peut-être espérait-il créer un maître de guerre fantoche, ou simplement prouver qu'il en était capable. Lorsque les enfants de l'empereur attaquèrent les fils de la forteresse d'Horus, ils parvinrent à s'emparer du corps d'Horus, ou du moins de ce qu'il en restait. Dans les laboratoires secrets de Bill, un clone d'Horus fut créé. Pendant un bref instant, une réplique parfaite du maître de guerre défunt reprit vie, mais elle était une abomination aux yeux de beaucoup. Lorsque les autres légions traîtresses la prirent, elles entrèrent en rage, et aucune plus que la légion d'Horus elle-même, menée par le capitaine Ézéchiel Abdon. Abdon et son élite se jetèrent sur les enfants de l'empereur avec une fureur incontrôlable. Ils détruisirent les installations de Fabius, massacrèrent les enfants de l'empereur, qui gardaient le clone, et anéantirent le clone d'Horus. Certains disent qu'Abdon lui-même l'abattit, confirmant ainsi sa conviction que l'héritage d'Horus était un échec. Abdon prit ensuite les véritables restes d'Horus et les incinéra, afin d'empêcher toute nouvelle tentative de clonage. Dans les cendres de cette confrontation, Abdon se proclama nouveau chef de la Légion d'Horus, qu'il rebaptisa Légion Noire, abandonnant le nom de fils d'Horus. Les enfants de l'empereur, vaincus lors de cette bataille, battirent en retraite. Humiliés, Fabius Bill survécut, mais son acte valut à la 3e Légion encore plus d'inimitié de la part de leur père. Tous ces conflits, ces guerres d'esclavage, se révélèrent finalement désastreux pour les enfants de l'empereur. Jadis une fière légion, ils furent réduits en miettes. Leurs monastères forteresses furent en vie ou détruits par les forces chaotiques rivales. Leurs effectifs, déjà réduits par l'hérésie, furent encore diminués par ces guerres intestines. Finalement, les enfants de l'empereur cessèrent d'exister en tant que légion cohérente. Ils se fragmentèrent entièrement en des dizaines, voire des centaines, de bandes de guerre autonomes, chacune dirigée par celui qui parvenait à s'hisser au sommet. Qu'il s'agisse d'un seigneur du chaos, d'un champion comme Lucius ou d'un démagogue comme Fabius, l'unité fut perdue, et à vrai dire, elle ne fut jamais retrouvée. L'éthique de Slaanesh, fondée sur la satisfaction personnelle et l'hédonisme, n'est guère propice à la discipline militaire, ni à la coordination à grande échelle. Les enfants de l'empereur devaient tolérer
par excellence, formant des bandes belliqueuses, errantes en l'huile de la terreur, et pillant, parfois, l'espace réel pour se procurer des esclaves, des artefacts sensoriels et des divertissements sadiques. Des rumeurs circulèrent même parmi les autres traîtres, prétendant que Fulgrim lui-même avait péri lors de ses luttes postéritiques. Certains récits affirmaient que Baudan et sa Légion Noire étaient parvenus à acculer Fulgrim sur un monde démoniaque et à l'y bannir. Un désagrément temporaire pour un prince démon, certes, mais une humiliation tout de même. Les enfants de l'empereur nient cela avec véhémence, insistant sur le fait que leur primarque vit toujours en tant que prince du chaos, régnant sur un paradis caché de décadence offert par Slaanesh. Quoi qu'il en soit, Fulgrim disparut des yeux des mortels pendant des millénaires, probablement englouti par sa nature démoniaque dans l'immatérium. Après le grand nettoyage, l'Imperium entrait dans la longue vigilance du Dao du 41e millénaire, et les enfants de l'empereur persistèrent dans l'ombre, brisés mais non éteints. Les 10 000 ans d'excès choisis par Slaanesh. Au cours des 10 000 années écoulées depuis l'hérésie, les enfants de l'empereur n'ont jamais retrouvé leur gloire d'antan. Comment le pourraient-ils, puisque leur philosophie même se rebelle désormais contre l'unité et l'ordre 7. Ils existent donc sous forme de bandes de guerre dispersées et d'armées dépravées émergeant de l'œil de la terreur, puis de la faille warp galactique du Secretrix Maledictum. Pour tourmenter l'Imperium, chaque bande de guerre est une armée miniature à part entière, arborant généralement une héraldique colorée, souvent criarde, et des noms reflétant leur obsession de la perfection ou des sensations fortes. Des noms comme l'Ode parfait, la symphonie de la douleur, le triple parfait et bien d'autres. Certaines bandes de guerriers honorent encore le nom des enfants de l'empereur, arborant l'ancien Aquila palatin sur leurs armures et se considérant comme les véritables héritiers de la vision de Fulgrim, teintée par le chaos. D'autres se sont transformés en sectes étranges, presque méconnaissables par rapport aux origines légionnaires. Fulgrim lui-même, en tant que primarque démoniaque, réside dans le warp et est vénéré à des degrés divers par tous les enfants de l'empereur, même en son absence. On dit qu'il règne sur un monde démoniaque de plaisirs inimaginables pour un mortel. Une planète au palais luxueux à perte de vue, au labyrinthe de miroirs et au jardin où les âmes captives hurlent éternellement d'extase et d'agonie. De temps à autre, Fulgrim daigne pénétrer à nouveau dans l'espace réel. Étant un démon, il ne peut le faire que lorsque les conditions sont favorables, ou en possédant un hôte ou un culte spécialement préparé. Mais lorsqu'il apparaît, c'est un événement d'envergure galactique. Par exemple, ces dernières années, après la naissance de la Grande Faille, des rumeurs circulent selon lesquelles Fulgrim participerait personnellement à certains raids, accompagnant ses bandes de guerre favorites pour assouvir sa soif de nouvelles expériences sur le terrain vierge de l'Imperium Nihilus, la moitié déchirée de l'Imperium, engloutie par les tempêtes warp. Le service de presse impérial a consigné un récit terrifiant provenant d'un avant-poste du Gantelet de Nagmund, décrivant un gigantesque diamant serpent au visage d'une beauté étrange menant un assaut, une entité identifiée par les érudits comme Fulgrim réincarné. Qu'il s'agisse d'une simple rumeur ou de la vérité, l'idée que d'autres primarques démons puissent revenir au combat glace le sang des hauts seigneurs. La récente renaissance de Guillemot en tant que régent impérial est peut-être un contrepoids, mais Fulgrim porte un intérêt profondément personnel au sort de son frère ultramarine. En fait, lors de la résurrection de Rob Guillemot en Parenténaïne, un événement impliquant les Eleldar et la nouvelle secte Inari, Fulgrim se projeta psychiquement
par la possession d'un serviteur pour narguer Guillemot lors de sa grande réapparition sur Macra. Le message de Fulgrim était sinistre, avertissant Guillemot qu'il pouvait lui aussi succomber facilement à la tentation et à l'orgueil. C'était comme si Fulgrim ne pouvait s'empêcher d'entraîner son frère sur le chemin qu'il avait emprunté. Parmi les champions mortels des enfants de l'Empereur, quelques figures se distinguent au fil des millénaires. Lucius l'Éternel, l'épéiste qui trahit Saul Tarvitz, devint l'un des champions mortels les plus favorisés de Slaanesh. La vanité et les talents de duelliste de Lucius plurent tellement au prince du plaisir que Slaanesh lui accorda une forme perverse d'immortalité. Voici la malédiction de Lucius. Si jamais quelqu'un parvenait à terrasser Lucius au combat et à savourer, ne serait-ce qu'un instant, la satisfaction de la victoire, l'âme de Lucius consumerait cet adversaire. Le vainqueur se transformerait lentement et douloureusement, son corps se déformant jusqu'à ce que Lucius réapparaisse, vivant et entier, tandis que l'âme du malheureux adversaire serait emprisonnée dans l'armure ornée de Lucius. Ses visages hurlants resteraient visibles, intégrés au motif de l'armure. Le seul moyen de véritablement tuer Lucius serait de le vaincre sans éprouver la moindre fierté, ni le moindre plaisir. Un exploit quasi impossible pour n'importe quel guerrier. Ainsi, Lucius a trompé la mort maintes et maintes fois au fil des siècles. Il recherche activement les plus grands guerriers de la galaxie, simplement pour prolonger son existence et se délecter du massacre de capitaines et de champions. Même des maîtres de chapitre ont succombé à sa lame, uniquement pour assurer sa résurrection. Entre deux guerres, Lucius est avide de duels toujours plus décadents. Il représente un danger aussi bien pour ses compagnons traîtres que pour l'Impérium. Il lui est arrivé de défier des champions alliés par simple ennui, mais sa présence au combat est véritablement terrifiante. Un duelliste immortel au rire communicatif, capable de trancher une armure Terminator avec son épée démoniaque acérée comme un rasoir et son fouet barbelé, tout en éprouver une extase intense au cœur de l'action. Nombre de héros impériaux ont vu pour la dernière fois le visage étrangement balafré de Lucius. Des balafres, car les visages gravés sur son armure migrent parfois sur sa chair. Lucius erre actuellement d'une bande de warb à l'autre, ne se contentant jamais de servir longtemps sous les ordres d'un même maître, à moins que celui-ci ne lui promette des adversaires dignes de ce nom. Il a combattu occasionnellement aux côtés des croisades noires d'Abdon, car celles-ci offrent de nombreux combats, mais il est tout aussi capable de se lancer dans ses propres entreprises meurtrières. Un dicton à l'humour noir circule parmi certains commandants impériaux aussi. Si vous croisez Lucius l'Éternel sur le champ de bataille, faites tout votre possible pour ne pas apprécier le combat. Fabius Biel, ancien apothicaire en chef des enfants de l'empereur, parfois surnommé avec dérision le seigneur des clones ou le primogéniteur, a transposé la quête de perfection de la Légion dans les laboratoires. Horrifié par la réussite aveugle de ses frères, Biel s'est démarqué, suivant ce qu'il considérait comme la véritable voie, la perfection biologique. Concrètement, cela impliquait des expériences grotesques sur des captifs, la création de nouvelles formes de vie chimériques, la distillation de puissants médicaments de combat et des tentatives d'amélioration de la physiologie d'espèces marines au-delà de ses limites naturelles. Biel est devenu une sorte de savant fou, et pendant des millénaires, il a agi en toute indépendance. Plus qu'un simple membre loyal de la Légion, il a créé des armées entières de mutants cultivés en cuve et de guerriers modifiés. Les nouveaux hommes, incarnant sa vision de la prochaine évolution de l'humanité. Il est tristement célèbre pour l'incident du clone d'Horus et de nombreux autres. Maintenant que Guillemot mène la croisade indomitus de l'Imperium à reconquérir les mondes perdus dans la Grande Faille, on peut se demander si une confrontation entre le Phénicien et le Fils Vengeur est inévitable. Guillemot est pratiquement le dernier primarque loyal encore en activité.
Si Fulgrim parvenait à l'abattre, ce serait en écho grotesque du meurtre de Ferris Manos par Fulgrim lui-même. D'un autre côté, Guilliman cherche sans aucun doute à venger ses frères tombés au combat et n'a pas oublié le rôle de Fulgrim dans l'effondrement du rêve de l'Imperium. Dans les ombres du Warp, Fulgrim se prépare, peut-être à frapper au moment où la croisade de Guilliman sera la plus longue. Bien sûr, planification mise à part, Fulgrim n'est pas un stratège patient comme certains de ses frères, tels qu'Alpharius ou Logar. S'il frappe, ce sera peut-être dans un accès soudain de fureur décadente, plutôt que selon une stratégie minutieusement élaborée. Certaines lectures de tarot impérial et prophéties hérétiques suggèrent même que Fulgrim fera une arrivée fracassante, peut-être une incursion massive des Emperor's Children, accompagnée d'une catastrophe sonique dévastatrice. Imaginez 1 million d'âmes hurlant à l'unisson pour annoncer son arrivée. L'Imperium ne peut que se préparer à ce jour fatidique, tout en s'efforçant de gérer des menaces plus immédiates. Il faut également mentionner l'étrange persistance de la culture des légions des Emperor's Children, même au sein de petites bandes de guerre. Ils portent toujours un toast à l'empereur, mais c'est devenu une raillerie lorsqu'ils chargent, une plaisanterie macabre, car ils savent qu'aucun empereur ne les attend, seulement des séniles. Ils recherchent toujours la perfection, mais désormais la perfection dans le carnage ou la perfection dans l'avilissement. Le nom même d'Emperor's Children est une ironie si noire qu'elle pourrait obscurcir un soleil. Pourtant, ils s'y accrochent. Peut-être parce qu'au plus profond d'un recoin tortueux de leur psyché, ils se souviennent de ce qu'ils furent et tirent un plaisir pervers à le profaner. Conclusion. La saga des enfants de l'empereur est une histoire tragique d'excellence pervertie en excès, d'orgueil ayant littéralement engendré la chute, une descente dans la dépravation du chaos. Jadis, ils étaient les parangons de vertu parmi les légions de Space Marine, enfants de l'empereur de nom et d'esprit. Aucune légion ne pouvait descendre plus bas, et pourtant, ils chutèrent, perdant la grâce de l'empereur pour tomber dans les bras de Slaanesh. Leur histoire est un avertissement funeste. Même les plus purs peuvent être corrompus par l'obsession et l'orgueil démesuré. Fulgrim et ses guerriers recherchaient la perfection absolue, et dans leur quête, ils perdirent tout ce qui faisait leur noblesse, devenant des monstres parfaits. Aujourd'hui, les enfants de l'empereur sont les champions les plus vils de Slaanesh, artistes de la mort, connaisseurs de la souffrance, toujours en quête de nouveaux extrêmes. Ils n'ont ni empire ni objectif stratégique. Leur but est la quête elle-même, une recherche sans fin pour surpasser leur dernière atrocité. Au combat, ils sont terrifiants, non seulement par leur armement, mais aussi par leur joie. Ils se délectent d'horreurs qui briseraient n'importe quel être sain d'esprit, et ils ne s'arrêteront que lorsque toutes les sensations de l'univers auront été épuisées, ou lorsque justice sera enfin rendus pour leurs innombrables abominations. Au final, les enfants de l'empereur ont atteint une forme de perfection ténébreuse. Ils incarnent à la perfection la corruption du chaos dans toute sa gloire séductrice et sa cruauté destructrice. Leur primat siège dans un palais de cauchemar, un ange déchu riant de la folie humaine. Et à travers les étoiles, lorsque des cris déchirants résonnent dans la nuit, et que l'air vibre d'une musique surnaturelle, vous savez que les guerriers parfaits de Slaanesh sont de retour, les enfants de l'empereur. Jadis la fierté de l'Imperium, désormais le fléau du cosmos, ils nous rappellent que dans les ténèbres implacables du lointain futur, la frontière entre le ciel et l'enfer est dangereusement ténue. Leur histoire n'est pas simplement celle de héros et de vilains, mais celle de l'éternelle vérité que l'orgueil et l'obsession sont des portes par lesquelles les maux les plus profonds peuvent s'engouffrer. Et une fois ces portes ouvertes, les enfants de l'empereur les franchissaient pour toujours.